Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce matin à 5h24, juste avant d'aller me coucher, je me sens obligé de vous faire une petite vidéo parce que demain je n'aurai peut-être pas le temps puisque je vais être très occupé ce week-end. Donc je voulais vous faire une petite vidéo et vous lire un texte que j'ai écrit. Alors, vous savez que mes textes sont en vérité des parties de livres et que mes vidéos que je fais en vérité sont des pense-bêtes pour pouvoir refaire des textes par-dessus. Alors souvent j'utilise des textes dans mes vidéos et souvent j'utilise aussi mes vidéos pour concocter des textes. Mais tout ça est une œuvre générale que je suis en train de réaliser depuis plusieurs années, comme j'ai réalisé mon premier livre qui a été un best-seller mondial, où je travaillais pour un magazine, où chaque article de magazine était, en fin de compte, à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, des parties d'un livre complet qui allait devenir un best-seller mondial. Donc là, je fais le même système, c'est ma façon de travailler assez réactive. Donc je vais vous lire un petit texte qui, j'espère, vous fera comprendre la mentalité d'un pays voisin, d'un pays frère européen, qui est l'Allemagne. Donc, petite vidéo, bien sûr, parce que je connais le sujet, on m'a déjà demandé de faire des vidéos sur le Japon, et le Japon, bien que j'ai pratiqué des arts martiaux japonais, comme le judo pendant de nombreuses années, et surtout le jujitsu de combat réel, pas le jujitsu sportif, le jujitsu de combat. Donc je connais un peu la mentalité, j'ai fréquenté un peu les salles de sport et les fédérations affiliées aux fédérations japonaises de judo, donc à l'époque je fréquentais ça. Moi j'étais très jeune, j'avais aussi des affiliations familiales là-dedans. Donc je vais vous faire une vidéo sur l'Allemagne, que je connais relativement bien, que je connais d'une façon extérieure car je suis français. Donc je vais vous lire ce texte que j'ai écrit, mais que je connais aussi car je suis souvent en Allemagne et j'y suis lié d'une façon génétique, d'une façon familiale. Donc mes gènes sont en Allemagne et mon cœur aussi est en Allemagne puisque mes gènes sont en Allemagne. Donc je combats pour l'humanité, mais je combats pour la France et je combats aussi pour l'Allemagne qui fait partie de mon avenir, de mon avenir génétique en tout cas. Donc je vais vous lire cette petite vidéo pour que vous compreniez un peu ce qu'est l'Allemagne, et puis je reviendrai un tout petit peu à la fin pour vous expliquer que ce qu'on dit, ce qu'on entend actuellement sur l'Allemagne qui est effondrée, l'Allemagne qui se porte mal, est complètement faux, que l'Allemand ne montre jamais son vrai visage. Voilà. Donc je vous lis ce petit texte, je ne suis pas un grand liseur comme je vous l'ai déjà dit, mais je me sens obligé de vous lire ce petit texte sur l'Allemagne pour que vous compreniez mieux notre voisin. Voilà. Pour évidemment les francophones français, bien sûr, je suis suivi au Canada, ce n'est pas votre voisin, mais c'est intéressant de comprendre la mentalité des peuples du monde. Voilà. Alors, ce qui fait l'Allemagne. Ce qui fait l'Allemagne et le peuple allemand, c'est la germanitude. C'est-à-dire l'appartenance donnée par le sang et la langue. Culturellement, être allemand n'était pas donné par le fait d'être né en Allemagne. L'Allemagne en elle-même n'existant pas réellement car historiquement, cet État moderne est composé d'un ensemble de territoires et de villes, tous indépendants, qui par le passé se faisaient une guerre économique, parfois même une guerre réelle, mais dont les individus, unis par la langue et le sang, pouvaient migrer au sein de ces territoires germaniques pour offrir leur savoir-faire de ville en ville et d'État en État. L'Allemagne n'est donc pas culturellement un État avec un pouvoir central comme la France, mais une coalition d'États unis par le sang et la langue. Ce que l'on peut définir par la germanitude et dont le fonctionnement global est basé sur le consensus entre les États qui le composent. Plus fort que la religion, le sang et la langue, en quelque sorte la race, sont les liants le plus puissants de l'Allemagne. Et au sein de cette race, l'ordre social est établi par la méritocratie, c'est-à-dire la sélection par le travail du plus compétent. Ainsi, la noblesse germanique guerrière ou de gestion était toujours subordonnée aux puissances productives,
les corporations, qui représentaient la réelle puissance décisionnaire germanique. Pour l'allemand, les valeurs unificatrices principales sont le sang, la langue, le travail et le mérite. Très longtemps, on fut en Allemagne par le seul fait d'être on fut allemand par le seul fait d'être de parents allemands, c'est-à-dire de sang allemand, alors qu'en France, la nationalité était acquise par le fait de naître sur le territoire français. De même, en Allemagne, l'homme est principalement reconnu pour son travail et non par sa naissance et son appartenance à une caste, comme en France. En Allemagne, où le climat est plus rude qu'au sud de l'Europe, le travail est la valeur principale, car du travail de tous dépend la survie du groupe à la mauvaise saison. Le travail est donc considéré comme une valeur principale, positive, et le mot Arbeit, travail en allemand, dérive du proto-germanique Orbot, ou orphelin, et donc obligation. L'obligation, sans ses parents, de travailler pour survivre, et non, comme pour le mot travail en français, qui dérive du mot latin tripalus, qui désigne torture, donc quelque chose de très négatif, et imposé non pas par le climat, comme le travail allemand, mais plus souvent par l'oligarchie parasite de caste. En Allemagne, le travail libère donc de la soumission à la nature hostile et socialise l'individu en lui donnant sa reconnaissance et sa valeur pour le groupe. En France, pays de caste et traditionnellement de servage, le travail est considéré comme une soumission à la caste dirigeante et une obligation douloureuse, asservissante, marquant souvent l'infériorité. La valeur et le rang supérieur d'un individu n'étant pas donné en France à celui qui travaille, mais plutôt à celui qui fait travailler les autres. En Allemagne, l'homme est donc avant tout reconnu par ce qu'il apporte au groupe par son travail, et asocial est de loin l'insulte la plus virulente ou le dénominatif le plus honteux que peut porter un homme. Être en dehors de la société est donc la honte absolue pour l'allemand. En France, l'insulte se portera sur les caractéristiques intrinsèques de l'individu, fils de pute par exemple, marquant la basse extraction, ou enculé, marquant la soumission sexuelle. Je recherche, voilà. Une des choses les plus importantes en Allemagne est donc la socialisation, principalement donnée par le travail. Et lors des divorces, la garde de l'enfant n'est pas donnée en alternance au père et à la mère, comme en France, mais la garde de l'enfant sera définie par le lieu de socialisation initiale de l'enfant. L'enfant étant donc considéré comme un rouage en formation d'une société organisée autour du travail, socialisant, et non comme un individu dépendant de ses deux parents. Le climat rigoureux de l'Allemagne a généré un peuple dont les valeurs principales sont donc basées sur le travail, la méritocratie, le sang, mais aussi sur le combat. Le combat contre une nature hostile, le combat dans son travail pour s'imposer socialement par l'excellence, jusqu'au combat pour permettre au peuple de s'étendre économiquement et démographiquement. Pour l'Allemand, tout est combat, et l'important n'est pas la victoire de l'individu, mais son combat permanent contre la nature et son combat pour conserver sa valeur au sein de sa société. Et la mythologie germanique glorifie ce combat jusqu'à la mort, comme dans le Crépuscule des dieux mis en opéra par Wagner, où les dieux germaniques finissent dans un affrontement final contre les forces destructrices du monde par mourir, achevant ainsi un cycle et en enclenchant un autre. Cette particularité allemande de glorifier le combat comme une finalité et non un moyen rend l'Allemand créatif et entreprenant. Cela fait de lui un redoutable concurrent économique cherchant à innover en permanence dans son besoin de défi. Un sportif qui ne s'effondre et ne se désespère jamais, car pour lui la victoire est moins importante que vivre le combat, et par-dessus tout un redoutable guerrier prêt à toutes les conquêtes et à combattre jusqu'à la mort comme ses anciens dieux, et pour qui la victoire est moins importante que le combat lui-même. Cette façon très germanique d'appréhender le travail et le combat est en fin de compte directement liée au climat rigoureux de l'Allemagne. C'est tout simplement un moyen d'éviter l'angoisse de l'avenir et de la mauvaise saison en se jetant corps et âme dans le travail ou le combat
permettant ainsi à tout un peuple de survivre à un climat difficile et d'oublier cette angoisse de l'avenir qui est en fait l'angoisse de l'hiver qui taraude les peuples du Nord. Tout ce qui fait l'Allemagne peut être retrouvé dans le célèbre conte populaire recueilli par les frères Grimm, Le Petit Tailleur, ou Klein Schneider, qui raconte l'histoire d'un petit tailleur qui, par son ambition, son intelligence et un peu sa folie, délivre son royaume de la soumission à de féroces géants et finit par épouser la fille du roi, devenant ainsi noble par le mérite, grâce à son courage et son intelligence, et non grâce à sa naissance, ce qui contraste avec les contes populaires français où une princesse est toujours sauvée par un prince, ce prince ayant pu être dans un premier temps transformé en crapaud ou en bête, ou la princesse ayant été au préalable endormie ou réduite au rang de servante, situation qui n'enlève pas le fait que les princes et les princesses demeurent de sang royal et continuent à appartenir à la caste dirigeante par leur naissance. La méritocratie et le travail sont donc inscrites dans la culture allemande jusque dans leur conte populaire. Cette méritocratie par le travail étant la valeur suprême d'un peuple uni par le sang marquant le peuple germanique et non la caste comme en France. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre un peu l'âme des peuples et pour vous faire comprendre comment fonctionne l'Allemagne. À ce titre, il est très intéressant de lire des livres comme Machiavel, où il y a tout un passage sur le fonctionnement de l'Allemagne, le fonctionnement de ses cités, donc de ses états ecclésiastiques, de ses Länder, tous indépendants mais unis par cette germanitude, et vous y comprendrez le fonctionnement économique de ce pays. Donc je conseille de lire ce livre. Alors pour tous les détracteurs qui disent que l'Allemagne est finie, que l'Allemagne est effondrée, que l'Europe est terminée, je voudrais dire qu'il y a une crise effectivement morale en France qui vient du système de caste obsolète et de la perte de valeur et la perte de but et de combat en France. On n'a plus de grands combats à mener, un peu comme dans Fight Club si vous voulez, mais l'Allemagne en elle-même est un pays qui se porte très bien, malgré cette immigration, ces migrants qu'on a essayé de lui imposer. L'Allemagne est particulièrement résistante, l'Allemagne est extrêmement puissante, et moi qui vis en Europe centrale depuis plus de 20 ans et qui fréquente l'Allemagne, qui y vais souvent, plus de 10 fois par an, et qui reste assez longtemps à chaque fois, je vois ce pays, et j'ai vu ce pays d'abord s'étendre dans les républiques, dans les États d'Europe centrale, et j'ai vu progressivement les Allemands qui étaient déjà là culturellement en Europe centrale, une longue histoire, où souvent l'Europe centrale, et qu'en fin de compte ce sont des villes unies, ce sont des États, mais l'Europe centrale il y a des villes, et chaque ville, et beaucoup de villes ont des ghettos ou sont fractionnés comme des camemberts en quartiers. Alors certains quartiers sont allemands, d'autres juifs, ce qu'on appelle les ghettos, certains quartiers sont slovaques. Il y a comme ça des communautés et chacun ayant une fonction particulière. Donc l'Allemagne, par ce fait, était déjà en Europe centrale, et avec justement cette grande Europe, l'Allemagne s'est étendue en Europe centrale économiquement, et il faut savoir que beaucoup de sociétés d'Europe centrale ont été rachetées par des sociétés, ou en partie rachetées par des sociétés allemandes, donc sont en partie dirigées par des sociétés allemandes, même si ces sociétés d'Europe centrale sont censées appartenir à des groupes d'Europe centrale, elles sont en vérité dirigées en douce par des holdings allemandes, et il faut savoir que de nombreuses sociétés allemandes viennent s'implanter sur les territoires d'Europe centrale, et faire justement fonctionner ces pays grâce à une main-d'œuvre pas chère. Alors ça se joue d'une façon très simple, c'est-à-dire que l'Allemagne est un peu l'Union européenne, l'UE ou le U, et cette Allemagne décide indirectement des aides européennes, et donc donne des aides européennes aux pays d'Europe centrale qui, en échange d'une modernisation, souvent une espèce de corruption, mais c'est une corruption, je pourrais en parler dans d'autres vidéos, qui est beaucoup plus populaire, si vous voulez, où l'argent est mieux distribué, que
corruption française, ou en général un riche français appartenant au gouvernement, donc un membre du gouvernement, récupérera de l'argent en douce, le mettra sur un compte, ou s'achètera une villa, par exemple sur l'île de Ré, ce qui ne rentre pas dans l'économie. J'expliquerai plus tard comment fonctionne la redistribution des aides européennes, la surcotage par exemple des autoroutes, ou le surcoût des autoroutes, ou le surcoût de n'importe quelle construction qui en vérité réinjecté dans l'économie locale et fait travailler des gens. Donc les Allemands sont implantés là-bas et vivent en produisant en grande partie de leurs produits en Europe centrale, tout en conservant la conception dans les petites PME qui sont sous-traitées par les gros groupes allemands appartenant souvent aux Länder, souvent en partie aux Länder, et les Länder ayant des pouvoirs de décisionnaires sur ces groupes. Donc on peut s'apercevoir quand même que l'Allemagne est profondément socialiste dans sa façon de fonctionner, puisque les grosses boîtes ont souvent des comités de direction qui appartiennent eux-mêmes aux États allemands, États indépendants, qui vivent sur le consensus avec un État central à Berlin, le Bundestag. Je crois que je parle pas très mal allemand. Mon fils, qui a bientôt 6 ans, 5 ans et demi, parle beaucoup mieux que moi allemand, il me parle couramment, et c'est lui qui me corrige en général. Donc, moi, je suis très mauvais. Donc, voilà ce qu'est l'Allemagne. L'Allemagne est très particulière. L'Allemagne a gagné la guerre économique de l'Europe. Elle a la mainmise sur l'Europe, car elle a la mainmise déjà sur l'Europe centrale, et son empire s'est étendu, son empire de production s'est étendu sur tous les pays d'Europe centrale, c'est-à-dire, je le répète, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, et l'Allemagne travaille aussi avec l'Autriche ayant la Slovénie à sa botte quelque part, pour les gens qui connaissent. Alors moi j'ai vu l'Allemagne s'installer, j'ai vu comment toutes ces sociétés allemandes sont venues, j'ai connu les hommes d'affaires allemands s'installer, venir acheter ou en partie acheter des sociétés, faisant de la pièce détachée automobile, ou de la production automobile, ou de l'imprimerie, tout ce que vous voulez, ou même les grosses sociétés de camions, de camions qui livrent dans le monde, dans toute l'Europe, on peut appartenir aussi à des boîtes allemandes. Donc c'est très très vaste, et l'Allemagne est une super puissance qui n'est pas du tout écroulée et qui domine l'Europe et qui s'impose sur le monde grâce à ses inventions générées par ses ingénieurs. Alors là, je pourrais revenir rapidement, j'en ai déjà parlé sur le culte de la création de l'ingénieur. Vous voyez que l'Allemand a un culte du combat, un culte de la performance entre les gens, c'est une méritocratie, on ne monte pas par copinage comme en France, parce qu'on appartient à la classe de l'ENA, telle classe de l'ENA ou telle classe de Sciences Po. Non, pas du tout. En Allemagne, on monte par son mérite et par ce qu'on a prouvé par son travail, et la sélection des jeunes. Alors l'Allemand, c'est les ingénieurs de l'Europe. Alors il y en a aussi en France, mais c'est une superpuissance méritocratique en France. Et il y a vraiment une éducation très très particulière des jeunes Allemands, des petits Allemands, déjà, où on voit par exemple, ils sont très 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 tôt confrontés à la compréhension du monde d'une façon technique, d'une façon très ingénieuse, on va dire. Un petit enfant, vous voyez que tous les livres allemands que vous arrêtez on voit le monde par ses yeux, donc par ce qui nous entoure. N'allez pas chercher forcément dans des grands livres expliquant la philosophie des peuples. Vous l'avez devant vous quand vous voyagez. Il suffit simplement de regarder avec objectivité. Alors moi qui traverse l'Allemagne, je peux vous dire que l'éducation des petits-enfants allemands se fait même sur le bord des autoroutes, dans les stations-service, où là, les petits livres pour enfants, qui éduquent les jeunes enfants, sont en général des livres très techniques, comme comment fonctionnent les pelleteuses, comment fonctionne une gare, comment fonctionne un avion, le fonctionnement des aéroports, les races de chevaux, les races de chiens. Donc une façon très technique d'aborder le monde, très allemande en fin de compte, une nation d'ingénieurs, et dès la petite enfance, les enfants sont formés à la compréhension technique de ce monde par des petits livres
des petits livres qui correspondent à la mentalité allemande très méticuleuse, expliquant toutes les choses. Alors en comparaison, moi qui vis aussi en France, quand vous vous arrêtez sur le bord d'autoroute pour acheter un livre à votre enfant, en France, vous aurez par exemple Jojo le lapin fait des cauchemars, alors qu'en Allemagne, vous aurez par exemple, comme je l'ai déjà dit, les différents types de pelleteuses, hein, où vous aurez Mimi l'ourson fait un gros caca, ou alors qu'en Allemagne, vous aurez les différences, les ours du monde et leur façon de vivre, vous voyez, pour les enfants du même âge. Donc on voit qu'on est dans l'émotionnel en France, on est dans le technique en Allemagne, et que l'Allemagne forme directement des ingénieurs dès le plus jeune âge. Et après, il y a cette culture, hein, cette tradition de travailler et d'étudier en même temps, et de monter progressivement en passant des échelons d'étudiants en même temps que l'on travail, hein, cette espèce de méritocratie que l'on peut lire, que l'on peut voir dans le conte, hein, du vaillant petit tailleur, hein, du Karin Schneider, je ne me souviens plus le nom exact, hein, mais et regardez, c'est un véritable conte allemand qui correspond à la mentalité du peuple allemand, hein, donc on part d'en bas, on monte en haut, tout simplement. Voilà, par son travail et son mérite, hein, mais c'est sans pitié, bien sûr, hein, et l'Allemagne est une nation très particulière, où l'enfant n'a pas de valeur, hein, l'enfant n'est pas sacré, on glorifie plutôt le vieux qui a prouvé par son travail qu'il était quelqu'un qui aidait la société, et donc il était quelqu'un de bon pour la société. On glorifie le vieux, on glorifie l'exemple. L'enfant, en général, est tout simplement un homme à venir, et il y a moins de respect pour l'enfant en Allemagne, bien qu'on fasse très attention à l'éducation, hein, mais il y a moins de respect, l'enfant est moins choyé en Allemagne qu'il est choyé en France, puisque l'enfant doit être dans le combat et la responsabilité. C'est un futur homme de valeur, et pour le moment, il n'a que la valeur d'être un être en formation. Très particulier, la mentalité allemande, hein. C'est pour ça que même pendant les guerres, l'Allemagne était capable de sacrifier ses enfants sans état d'âme, hein. C'est pour ça qu'on voyait des jeunes Hitler-Jürgen aller affronter des T-34 allemands avec des Panzerfaust, hein. C'est une des rares nations à sacrifier ses enfants de cette façon, parce que dans la mentalité allemande, l'enfant a moins de valeur que le vieux, et l'enfant est un être en devenir, et l'on ne glorifie que l'homme qui a achevé son éducation et qui est devenu un héros par son travail et son mérite. Alors que vous regardez les séries françaises, hein, en général, c'est le jeune qui a de la valeur, c'est le jeune talentueux, c'est le jeune flic aux yeux bleus, super viril. Non, en Allemagne, c'est Derrick. Hein, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Hein. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, mais je parle globalement. Hein. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'Allemagne. Alors l'Allemagne, pour les gens qui seraient tentés d'aller vivre là-bas, c'est effectivement une méritocratie. Ils accueillent tous les étrangers de bonne volonté voulant travailler, mais n'oubliez pas que même si vous montez socialement en Allemagne, même si vous avez la reconnaissance de votre travail, de votre mérite, vous restez tout de même pour l'Allemand un étranger, et qu'il y a quand même, comme on dit, un plafond de verre qu'on ne pourra pas dépasser. Mais la situation est quand même meilleure qu'en France, où c'est la naissance qui vous donne votre valeur, ou le copinage, ou la coterie, ou le fait de monter, soyons comme dans Maupassant, Belle Amie, hein, où on voit l'homme qui vient de la campagne et qui monte en baisant les filles, les femmes des riches, hein, et qui arrive en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, hein, tout simplement. Mais la France, c'est ça, ou bien par exemple, je ne sais pas, un président de la République qui irait avec une bourgeoise pour pouvoir monter socialement, ou j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Donc, on voit que la France, c'est pas du tout la même chose que l'Allemagne. L'Allemagne, vous pouvez monter socialement, parce que je sais que beaucoup de jeunes Français essayent d'aller là-bas. Oui, vous aurez une montée, vous pouvez être indépendant en montant des choses dont les Allemands ont besoin. Vous avez par exemple les Turcs, les minorités turques allemandes, hein, très très bien intégrées au demeurant, parce que je vis à Berlin, donc je connais la minorité turque, je m'entraîne, je pousse des bars avec eux, hein, donc ils tiennent la nuit en général, ils tiennent les épiceries, ils tiennent les magasins de nuit, ils ont pas mal de commerces, hein, mais
cette minorité turque est très bien intégrée et a pris en général un domaine économique où l'allemand n'est pas, c'est-à-dire la nuit, car l'allemand est très ordonné, se lève le matin et rentre chez lui vers 7h30, 8h, en terminant le travail relativement tôt pour aller dans son club où il a un hobby et où il se sociabilise avec d'autres personnes. Donc en général, l'allemand travaille dur, termine et va avec ses collègues boire de la bière ou va dans un club de maquettisme, un club de, ça dépend des clubs de golf ou de possédants de Ferrari, car l'Allemagne est très riche, il y a beaucoup de riches en Allemagne, beaucoup des gens qui ont hérité aussi, qui sont riches d'héritage, mais attention, quand on est riche d'héritage en Allemagne, ce sont des héritages de firmes en général qui fonctionnent, des firmes de travailleurs, donc ce ne sont pas des gens qui sont des actionnaires, ce sont des gens qui supervisent le travail très particulier de l'Allemagne. Donc, il y a des moyens de survivre, il y a des moyens d'aller en Allemagne, il y a des moyens de gagner sa vie en Allemagne. On a vu les Grecs ouvrir des restaurants, les Turcs ouvrir des épiceries et des maraîchers, parce que la Turquie est très riche en maraîchage, très riche en fromage, très riche en nombreux aliments qu'ils peuvent importer, en laitage, hein. On voit ça, mais il y a des niches bien particulières allemandes qui sont conservées par l'Allemagne, qui sont l'industrie, hein, bien sûr, où l'Allemagne règne, et là, vous ne monterez pas plus haut que vous ne pourrez, car à ce moment-là, vous serez confronté justement au plafond de verre où les Allemands dominent et s'entraident. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Allemagne. L'Allemagne, un grand pays, l'Allemagne, un pays frère, l'Allemagne, un pays de prédateurs économiques aussi, hein, sans pitié. L'Allemagne qui de face est très polie et très gentille et qui par derrière est capable de faire toutes les rapines et de faire toutes les razzias économiques, car c'est dans sa mentalité. Voilà, dernier petit point, parler de l'Allemagne, hein, alors déjà je vais parler de l'Allemagne. Dernier petit point qu'un garçon m'avait envoyé en suivant ma méthode de pensée énergétique très intéressante. Hein. Il avait dit, mais j'ai compris pourquoi les Allemands sont belliqueux et guerriers. Alors les Allemands, c'est vaste, parce qu'il y a l'Allemagne du Sud, l'Allemagne du Nord, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. On va dire que l'Allemagne du Nord, en général, l'esprit allemand, l'esprit prussien, est effectivement un esprit guerrier, et cet esprit de conquérant et guerrier est lié essentiellement, vous allez voir, très simple, à des raisons énergétiques, comme je l'ai dit tout le temps. L'Allemagne est un vieux peuple qui s'est établi, par exemple, sur le nord, sur le sud de la Baltique, donc cette zone, alors il y a des Vikings et tout, hein, c'est des Nordiques, on va dire, hein, et les Allemands ont très vite utilisé l'herbe qui était là-bas, la pluie, c'est un climat très dur, très rude, mais où il peut y avoir des vaches, et on peut très vite faire du lait, hein, et donc manger du lait, manger des laitages en permanence, donc grandir, être costaud, donc cette morphologie allemande typique, où on est grand, costaud, parce qu'on boit beaucoup de lait, on mange beaucoup de lait, hein, et où on est aussi musclé, hein, parce qu'on mange beaucoup de porc, hein, donc des saucisses, les célèbres Wurst allemandes, hein, Tolstoï appelait, les Russes appelaient, je rigole, Tolstoï, ils appellent les Allemands, comme je les appelle, les mangeurs de Wurst, hein. Ah oui, l'Allemagne allemande se réveille le matin et mange chez eux et ses Wurst, hein, ce qui peut paraître dégoûtant pour le français. Mais ce fait d'être très, très tôt avec du Schwein, avec du cochon le matin, et du lait le matin, et des laitages, hein, avec un peu de muesli dedans, hein, et des œufs, c'est typiquement allemand, bah, ça fait une nation très grande qui est très vite montée en démographie, hein, et donc qui s'est retrouvée en surpopulation très rapidement, assez rapidement, et donc qui dit surpopulation dit besoin de conquérir un espace vital pour pouvoir justement survivre et s'étendre. Un peuple doit s'étendre, c'est des lois énergétiques. Et comme ils sont costauds à cause de cette nourriture riche qui est donnée par le lait et qui est donnée par le porc et le cochon, la saucisse et le lait, comme ils sont costauds, ben, ils n'ont pas de mal à aller s'imposer méchamment chez les voisins en leur reprenant le territoire. Donc, tous ces conflits des Allemands qui s'étendent à l'est, qui s'étendent à l'ouest, c'est toujours ça. C'est aussi une question démographique, une question de calories toujours. Alors c'est assez
vu en Europe, puisque l'Allemagne a très vite, vu la morphologie des Allemands, hein, a très vite monté en surpopulation et suralimentation, ce qui fait qu'il y a eu surpopulation et besoin d'extension et besoin d'espace vital, ce qu'on a eu en 40 pour d'autres raisons, hein, en 39, 40, avec un besoin d'espace vital, hein, une surpopulation, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de nourriture. La même chose, on peut parler de l'Afrique, hein, quand j'entends les gens dire que l'Afrique est pauvre, je dis non, si l'Afrique a une démographie si importante et galopante, si on a des centaines de millions, c'est une démographie énorme, colossale, c'est que l'Afrique peut fournir de l'énergie pour faire croître et multiplier les peuples. Donc l'Afrique est pauvre, mais l'Afrique est riche car on ne fait pas pousser des hommes ou des végétaux, hein, sur une terre pauvre, une terre sans eau, une terre sans végétaux. Hein. Bien sûr, l'Afrique, si l'Afrique est capable de voir son peuple, sa population, partir dans une croissance démographique incontrôlée, c'est aussi parce que l'Afrique est d'une richesse énorme et qu'un enfant ne se développe qu'avec des calories. Hein. Donc, qu'il ait des carences peut-être, mais quand il y a des milliers, des millions d'enfants qui naissent, même s'ils sont de mauvaises conditions, il faut quand même de l'énergie pour les nourrir. Donc vous voyez, toujours cette question énergétique. Voilà, petite vidéo sur l'Allemagne. Je pourrais avoir de dire plein d'autres trucs sur ce grand pays. Hein. Donc voilà, l'Allemagne, très gentille, mais n'oubliez pas que l'allemand reste toujours allemand et qu'il met une barrière, en fin de compte, à l'étranger. L'étranger ne le sent pas toujours, mais sachez qu'en Allemagne, vous serez toujours allemand et que étranger, et que les migrants qui arrivent en Allemagne, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le paradis pour eux, et que s'ils bronchent et s'ils se comportent mal, ils vont directement en prison, sans passer par la case départ et sans toucher 20 000 euros comme au Monopoly. Voilà. Et autre chose à savoir en Allemagne, je pourrais parler des relations hommes-femmes, tout ça, c'est très particulier. Vous voyez, les Turcs en Allemagne, hein, ne posent aucun problème, ils sont très très bien intégrés, puisque la Turquie aussi est un pays très ordonné, hein, c'est une espèce de méritocratie, la Turquie, hein, quand même, puisque l'Empire ottoman était basé sur la méritocratie, à la base, comme l'Allemagne, donc il y a des points communs entre ces deux peuples, c'est pour ça que les Turcs s'intègrent très très bien en Allemagne, parce qu'ils ont des points communs, sauf que il y a beaucoup de conflits en Turquie dans les mariages mixtes, hein, femme allemande, homme turc, car l'homme turc, en général, est dominateur, hein, c'est celui qui dirige le foyer, hein, qui travaille et qui dirige le foyer, la femme lui étant subordonnée et faisant les enfants, c'est une tradition, c'est qui fonctionne, alors qu'en Allemagne, c'est l'homme à sa liberté à l'extérieur, mais quand il rentre au foyer, c'est la femme qui domine, c'est la femme qui dirige, voilà, avec ses règles. Hein. Donc c'est très particulier l'Allemagne. Donc il y a donc un conflit dans les mariages mixtes et on voit souvent justement des problèmes entre hommes turcs, bruns, virils, qui ont pu aller avec des femmes allemandes, et à ce moment-là, conflit, car la femme allemande a un statut dirigeant au sein de la structure familiale, même si dans la société économique, c'est souvent l'homme qui dirige, la femme ayant sa fonction de maman à prendre, hein, donc maman des fois à temps plein. Alors il y a Merkel évidemment qui prend le pouvoir, on voit comme Merkel qui prend le pouvoir, donc c'est une société où la femme a une place importante à jouer dans la société quand elle n'est pas maman. Hein. Vous voyez, particulier l'Allemagne, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Turquie, c'est l'Allemagne et la société est différente pour les gens qui veulent y aller. Autre chose, les gens qui ont dit les Allemands sont laissés faire par les migrants, qui ont agressé des gens à Köln il y a 2 ans, je crois au jour de l'an, hein, où il y a eu par exemple une dizaine de viols. Attention, un viol en Allemagne, c'est toucher les seins ou toucher les fesses avec les mains, ça n'a rien à voir avec la notion de viol en France, où c'est une intromission d'un doigt ou du sexe, hein, dans les organes sexuels
l'Allemagne, le viol est considéré comme une violation de l'espace personnel quand vous touchez les fesses ou la peau ou les seins d'une femme. Hein, et là, c'est très dur pour vous. D'un autre côté, pour les gens qui vont en Allemagne, sachez qu'en Allemagne, c'est la femme qui montre sa disposition, vu qu'elle a un rôle dirigeant au sein de la cellule familiale. C'est la femme qui va vous regarder, c'est la femme qui va vous sourire, c'est la femme qui va montrer sa disposition, et ce n'est pas à vous d'aller faire le premier pas vers la femme. C'est souvent très mal accepté, car la situation sociale, la structure sociale n'est pas du tout la même, la structure sociale du couple, le fonctionnement social, le fonctionnement du couple n'est pas du tout la même en Allemagne qu'en France. En France, pays latin, où l'homme doit aller vers la femme, pareil pour les Italiens, ma che tu es bella. S'il ne fait pas ça, il n'aura pas de femme. En Allemagne, vous pouvez attendre sur un banc et regarder une fille, et si la fille vous regarde, vous fait un signe et passe devant vous en vous souriant, c'est bon, vous pouvez aller lui parler. Voilà, mais c'est pas à vous d'aller faire le premier pas. Voilà, c'est un pays particulier, c'est l'Allemagne, je l'aime, mais il est dur et il ne vous fera pas de cadeaux. L'Allemand ne fait pas de cadeaux aux étrangers, il s'en sert, mais il les utilise à leur juste valeur, et ce n'est pas un pays de caste. Donc, si vous avez des qualités, vous serez toujours reconnu, alors qu'en France, ça sera votre naissance qui fera de vous un homme reconnu. Ou bien le fait de passer, d'avoir des copains, de jouer les coalitions, de jouer l'intrigue. Et là, vous pouvez réussir en France, mais aucunement pas le mérite. On jouera parce qu'on réussira parce qu'on a de l'énergie, parce qu'on se fait des relations, parce qu'on va faire des relations, mais pas parce que notre travail est de qualité. Voilà. Allez, salut, c'était Frédéric, 36 minutes, je voulais faire une petite vidéo, j'en ai fait une longue. Allez, à bientôt, c'est un pays qui me tient à cœur, comme vous l'avez vu, que j'aime, mais qui est dur à vivre. Allez, à bientôt. On ne rigole pas tous les jours en Allemagne, à part Berlin, à 7h30, tout est fermé. Salut, à bientôt. J'aurais pu parler aussi de la religion, je vous en parlerai une autre fois, de la religion protestante. Je ferai une vidéo dessus. Des différents types de protestants, de religion protestante. Salut, 37 minutes. À bientôt.